Aujourd'hui, j'entame le second volet de notre série consacrée aux Vikings. Nous avions touché dans la première vidéo au premier foyer de peuplement, aux prémices religieuses et bien d'autres. Si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous invite à y aller avant de poursuivre votre lancée. Dans cette seconde vidéo, je vous embarque toujours plus profondément dans les sociétés norroises. Aujourd'hui au programme, villages, habitants, groupes sociaux, sports et plus encore. Vous vous souviendrez, nous avons abordé les premières infrastructures et les premiers foyers de peuplement dans la première vidéo. Si les premiers villages se limitèrent à une dizaine de personnes, on estime qu'à leur apogée, ils ont atteint entre 100 et 200 habitants tout au plus. Partout sur le territoire de la Norvège, de la Suède et du Danemark, ce sont une multitude de petites sociétés qui se reconnaissent par leur culture, qui habitent ces terres. Constitués de maisonnées en bois et en toiture de tourbe, on y retrouve généralement des grands âtres, là où frémit viande et repas chauds. Tout comme nos sociétés plus à l'intérieur de l'Europe, plusieurs foyers ont permis leur possession, bêtes et autres produits fermiers. Ainsi, lorsque les Norrois ne sont pas en exploration sur les mers, ils vivent paisiblement aux côtés de leurs femmes et de leurs enfants. Ces familles étaient d'ailleurs et principalement des modèles nucléaires et monogames. Cependant, il n'est pas rare de voir quelques foyers s'ouvrir à la polygamie si le consentement y est. Les sources laissent également savoir que ces familles avaient en moyenne 3 à 5 enfants afin de répondre à la mortalité infantile. Quant à la femme, elle occupe un grand rôle au sein de la famille. Gestionnaire de la maisonnée, elle seconde le mari, surtout lorsque celui-ci s'absente. Parmi le grand nombre de droits et de libertés auxquels elles ont accès, elles peuvent entre autres hériter, demander le divorce, ainsi qu'avoir droit au patrimoine familial. Néanmoins, même si elles semblent au premier abord avoir davantage de liberté qu'en Europe chrétienne, elles restent toujours comme étant inférieures aux hommes. Enfin, la culture religieuse, de la nature et de l'hygiène trouve une place centrale au sein de ces sociétés. Entre les maisons longues qui habitent plus d'une trentaine d'habitants et les maisonnées pouvant accueillir un seul foyer, on ne retrouve pas vraiment d'infrastructures religieuses à proprement parler. Ainsi, les habitants vont plutôt se tourner vers les forêts pour vivre pleinement en harmonie avec la nature et leur divinité. Quant aux habitudes hygiéniques, plusieurs recherches archéologiques ont mis en lumière plusieurs artefacts démontrant l'importance de la propreté. Tout comme bien d'autres sociétés médiévales, celles-ci se divisent en de nombreuses classes sociales. Ici, ce ne sont pas des castes régies par la scala naturae, l'échelle naturelle, mais bien des groupes dans lesquels il est possible de faire partie ou d'en être exclu à un moment ou à un autre. Au sommet de cette pyramide mobile, nous avons le King, le chef des Jarls. Par la suite, on y retrouve les Jarls, des nobles, souvent issus de la classe guerrière et aux richesses abondantes. Statut obtenu par hérédité, mais aussi par la démonstration de ses compétences et par la reconnaissance auprès des autres membres, être Jarl est à la portée de beaucoup de personnes. Bien que ce statut soit transmis aux successeurs, ce statut reste précaire car il n'est pas de sang. En effet, la contestation du pouvoir est quelque chose de possible, car le Jarl a le devoir de bien gérer les activités administratives, les expéditions et autres activités de chasse et de sport. Au centre de cette hiérarchie du pouvoir, on retrouve les Carls. Au cœur de cette mer de monde, on retrouve principalement des propriétaires fonciers, car la possession de terre est le déterminant central entre un citoyen qui a du pouvoir politique et légitime et celui qui n'en a pas. Ainsi, toute personne qui a en ses biens une terre, qu'il soit artisan, forgeron, fermier ou autre, se retrouve dans cette caste. Enfin, aux racines de cette pyramide, on y retrouve finalement les Thralls, représentant 10 à 20% de la population. Les Thralls sont surtout des esclaves et des prisonniers de guerre d'origines diverses. Récupérés lors des raids, les Norrois avaient pour habitude de faire du commerce par la vente d'esclaves, mais pas que.
On estime que c'est près du 2/3 des esclaves du monde musulman qui sont issus des échanges commerciaux entre les communautés musulmanes et norrois. Néanmoins, certains furent conservés et ramenés en Scandinavie. Dans ces cas, ceux-ci étaient utilisés pour les tâches agricoles et participèrent aux activités familiales au même titre qu'un autre membre. De cette façon, ils n'étaient pas condamnés à faire des tâches ingrates. De plus, l'accessibilité à la richesse était possible, bien que celle-ci ne pouvait être héritée. Il est également possible pour ces gens d'acheter leur liberté et même de devenir carl, bien qu'il le soit dans une moindre mesure, car les marques de l'esclavage restent présentes. Chez les esclaves féminins, le même principe s'applique en plus d'être considérés comme des concubines et utiles aux tâches domestiques. Que nous soyons dans des climats plus froids comme en Scandinavie ou dans des territoires plus tempérés comme le cœur de l'Europe, les sports et les loisirs occupent une place précieuse dans le quotidien de ces sociétés. C'est donc sans surprise que les sociétés norroises, elles aussi, vivent dans les petits plaisirs de la vie. Avec ce climat nordique, ce sont des sports divers qui animent la vie et le cœur de ces gens. Nous pouvons d'ailleurs en citer quelques-uns, comme les balades en traîneau, le patinage, le hockey ou même le ski. Les recherches archéologiques ont d'ailleurs fait ressortir des gravures comme celle-ci illustrant un skieur datant de 3000 ans avant notre ère. Lors de la découverte du bateau de Saberg, un traîneau fut également retrouvé, attestant ainsi la présence de ce sport. Toutes ces activités sont sous l'organisation des Jarls. En plus de ces activités, il n'était pas rare de voir des hommes et des femmes se réunir autour de banquets pour profiter de nourriture copieuse et de boissons fortes en alcool. Quelques jeux de plateau furent également présents lors de ces événements, comme le Tafel. Dans ce deuxième tome, nous avons pu démontrer le quotidien de ces sociétés norroises dans leur plus grande intimité. De ce fait, nous avons pu replacer et surtout recontextualiser la réalité de ces gens, sortant ainsi des nombreuses idées reçues véhiculées par l'époque contemporaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme à l'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire juste en dessous, à activer la petite cloche et bien sûr à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!